il commencera par une droite et il sera obligé de mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir survivre, lui, pour ne pas avoir les mains et les pieds liés par ses alliés encombrants. Ben Gvir et Smotrich, ils sont pas faciles, ils sont coriaces. Et ils vont peut-être le mettre dans des situations inextricables. Et il faudra qu'il trouve un moyen de rééquilibrer ça. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, en ouverture de ce journal, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Yochanan Manor. Yochanan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, shalom. Alors, je rappelle que vous êtes politologue et avec vous, je voudrais que d'abord, dans un premier temps, nous parlions un petit peu de diplomatie parce qu'avec ce développement qui est intervenu vendredi à l'ONU, et ensuite on reviendra sur la formation du gouvernement israélien, du nouveau gouvernement israélien. Alors, tout d'abord, cette mesure, cette annonce faite par ce vote, on va dire, fait par l'Assemblée générale des Nations Unies, pour résumer, parce que c'est un peu plus compliqué et laborieux. Il y a les Nations Unies demandent tout simplement acceptent de la requête des Palestiniens de se tourner vers la Cour de justice internationale de La Haye pour déterminer le statut des territoires. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que cela veut dire qu'est-ce que l'on veut prouver ? Qu'est-ce que les Palestiniens veulent prouver à travers cette initiative ? Tout d'abord, ce que les Palestiniens vont obtenir, c'est que l'Assemblée générale demande à la Haute Cour de justice de déclarer que l'occupation israélienne est prolongée et que par conséquent, il faut y mettre un terme. Voilà. Mais le fait qu'elle est prolongée, c'est une forme d'annexion, c'est ce qu'ils veulent dire aussi. Ils ne disent pas ça. Ils disent pas ça. Ils disent que c'est une occupation prolongée qui se prolonge au-delà du nécessaire. Et donc, ils demandent que la Haute Cour de justice entérine cette position-là. Alors, c'est une manière de dire que c'est Israël qui est responsable du fait que l'occupation se poursuit. Voilà ce qu'ils disent. Et que par conséquent, ils vont faire appel. Ils souhaitent une décision formelle de la Haute Cour de justice qu'ils ont raison. Et par conséquent, après, ils se retourneront vers les Nations Unies pour exiger qu'on y mette un terme. Alors, concrètement... Voilà. Concrètement, qu'est-ce que cela peut avoir comme effet ? Est-ce qu'on a l'habitude de dire que la Cour de justice internationale de La Haye travaille extrêmement lentement, encore plus lentement que certains tribunaux en Israël ? Et finalement, quelles conséquences ce vote peut-il avoir sur l'État d'Israël, concrètement, sur le terrain, en Judée, en Samarie ? Dans l'immédiat, rien du tout. Et ce n'est pas du tout la Cour pénale internationale. Non, c'est la Cour de justice. Justement, fait la différence, oui. C'est important. Il n'y a pas de décision qui peuvent concerner des personnes, l'arrestation de personnes, la condamnation de personnes, la pénalisation de personnes. Il n'y a pas du tout ça. Ça, c'est une question de droit. Et il continue le même jeu qui consiste à faire croire que c'est Israël qui ne veut pas négocier, alors que nous savons, les torts sont partagés largement. Alors, ça, donc, c'est encore un procédé pour essayer de gagner des points, pour gagner du temps, pour faire de l'effet. Je ne dirais pas que c'est nul, non. Ça peut avoir un certain effet dans le temps, c'est embarrassant pour Israël. C'est embarrassant. C'est embarrassant et c'est aussi un moyen de mesurer ces votes, sont un moyen de mesurer quelle est comment le monde, comment les différentes nations du monde considèrent Israël et les problèmes dans lesquels elle est impliquée. Et là, on voit qu'il y a un meilleur score, mais il y a quand même beaucoup de gens qui soutiennent la demande, qui ont soutenu beaucoup de pays, presque une centaine, qui ont soutenu la demande palestinienne. Ouais. C'est vrai que ne reflète pas
le véritable poids qu'a aujourd'hui Israël aux Nations Unies. C'est un poids beaucoup plus important et c'est un peu décevant. Donc il faut travailler beaucoup plus. Oui, effectivement, il y a 17 pays qui ont voté contre cette résolution. Il y en a beaucoup qui se sont abstenus. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a quelque chose comme pas loin de 75-80. Oui. Oui. Alors, je voudrais que l'on revienne maintenant, après avoir dit un mot donc, de ce développement diplomatique, pardon, revenir sur la formation de ce gouvernement. C'est pas vraiment un développement diplomatique, c'est encore un coup bas dans lequel les Palestiniens sont bien rodés, ouais. Ils sont habiles, ils connaissent bien ce domaine-là, ils ont avancé leur pion, et bon, ils nous embêtent. Bon, voilà. Donc d'accord, il ne faut pas exagérer, on va dire, cette démarche qui, comme vous le disiez, était peut-être embarrassante, mais guère plus en tout cas pour l'instant. Alors, je voudrais qu'on revienne avec vous sur la formation du gouvernement. D'abord un mot sur cette victoire. Vous avez été vous-même surpris par la victoire de la droite, par cette victoire assez nette, ces 64 Alors, mandats. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai été soulagé. Ah. Oui, j'étais soulagé parce qu'enfin, il y a une décision. Oui. On sort de cette espèce d'enlisement dans lequel nous étions depuis déjà 4 consultations. Sauf, on en sort. Vaut mieux. Les choses ont été tranchées, les choses sont claires. Et voilà. Mais à mon avis, il y a, à part Netanyahou, il y a 3 gagnants et il y a 2 perdants. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et le bilan d'ensemble est, à mon avis, est assez surprenant. Alors, qui sont les gagnants et qui sont les perdants ? Voilà. Alors, d'abord, je pense que le premier gagnant, c'est la formation de Mansour Abbas. RAM, parce que non seulement ils ont augmenté d'un siège leur représentation, mais ça se manifeste alors que parallèlement, il y a un effondrement de la liste unifiée. Et ensuite, la liste Al, qui s'était présentée toute seule, elle n'a pas passé le seuil d'éligibilité. Donc, en fin de compte, c'est comme si le secteur arabe donnait un feu orange à une tentative intéressante qui a été faite, il y a une ligne politique intéressante qui est incarnée par Mahram et Mansour Abbas. Et en tous les cas, c'est les seuls qui ont eu un succès. Et ça, c'est aussi quand même notable. Le deuxième gagnant, c'est Atzionut Adatit au sens large, enfin l'ancienne, celle qui groupe Ben Gvir et Smotrich. Le groupe de Ben Gvir et celui de Smotrich. Dans cet ordre, parce qu'en vérité, celui qui a plus gagné, c'est Ben Gvir. Parce que n'oubliez pas que c'est sous la pression de Netanyahou que ces 2 formations ont été obligées de se réunir. Mais celui qui a donné la dynamique, c'est Ben Gvir. Et Ben Gvir, il a misé sur quelque chose avec beaucoup d'habileté et d'énergie, sur le ras-le-bol d'une partie de l'opinion israélienne, des électeurs israéliens, concernant l'insécurité au quotidien. Je ne parle pas des attentats, bien entendu, je parle de 2 autres phénomènes. Un qui concerne le Negev, l'autre qui concerne la Galilée, pour simplifier, pour aller, voilà. Dans le Negev, c'est le fait que les Bédouins font ce qu'ils veulent, ils font la loi, et ils empêchent les gens de vivre, d'une manière, vraiment, au jour le jour. Et deuxièmement, en Galilée, il y a des gangs, surtout une grande partie sont les Arabes, mais pas seulement, il y a aussi des Juifs parmi ces gangs, qui volent les récoltes et qui mettent l'agriculture israélienne en Galilée dans une situation extrêmement périleuse. Donc, il y a un ras-le-bol de ce point de vue-là, ce qu'on appelle Chosser Meshilut, le fait qu'il n'y ait pas une carence dans la gouvernance. Il y a une carence du gouvernement israélien pour maîtriser ces régions-là, ce qui se passe au quotidien, sur le plan de la sécurité, au quotidien dans ces régions-là. Donc ça, il a su tabler là-dessus avec beaucoup d'habileté, et ça ne reflète absolument pas ses idées, celles qu'il a eues dans le passé, celles qu'il a peut-être encore aujourd'hui. Ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas une victoire du racisme
ou d'idées racistes, ou de la volonté de, n'est-ce pas, de pratiquer une politique contre les Arabes. Pas du tout. C'est surtout ça que ça traduit. Le raz-de-marée qu'on a constaté, c'est ça qu'il exprime, et pas autre chose. Il ne faut pas lui donner plus. Voilà. Et le troisième facteur qui a vraiment un triomphe, ce sont les Haredim. Alors, ce qui est les Haredim, c'est-à-dire Chasse et Yahadut Torah, les deux formations, surtout Chasse, ils ont vraiment mobilisé. Ils ont mobilisé comme ils l'ont rarement fait. Ce n'est pas à cause de la démographie, comme je vous ai entendu dire une fois. Déjà, dans le passé, ils avaient déjà 18 sièges ensemble. Ça a déjà arrivé. Non, ça vient de ce que, eux aussi, ils en ont eu marre de ce que, à chaque fois qu'ils concluent un accord dans le gouvernement, cet accord, en fin de compte, est court-circuité par une décision de la Haute Cour de justice. Ça vaut pour la loi de mobilisation, ça vaut pour l'aide aux yeshivot, toutes sortes de sujets qui les concernent, qui les intéressent au premier chef. Donc, ils ont dit stop, il faut absolument, Netanyahou est d'accord, le Likoud est d'accord, nous allons faire passer ce qu'on appelle Piskat Haït Gabrut, c'est-à-dire faire prévaloir l'opinion du Parlement sur celle de la Haute Cour de justice en ce qui nous concerne. Et là, ils ne vont pas lâcher le morceau. Donc ça, c'est les gagnants, à mon avis. Alors, les perdants... Je ne vais pas parler de Netanyahou, c'est évident. Pour lui aussi, c'est une victoire incontestable. Il est remis en selle, il est... Bon. Maintenant, il y a les perdants. Oui. Alors, du côté des perdants, moi, je vois deux perdants surtout. Premièrement, bien sûr, le front contre Netanyahou, contre Bibi. Et ce qui est intéressant de savoir pourquoi il a perdu. Parce qu'en fin de compte, le nombre de voix n'est pas tellement... Bon, on ne peut pas mettre tout ensemble, on ne peut pas compter les voix des Arabes, bien que c'est compliqué, on ne peut pas faire un calcul comme ceci. Mais c'est au-delà de cela. Il y a deux raisons pour lesquelles le front contre Bibi a perdu. Premièrement, une erreur tactique très importante de la part de Lapide. Malgré les demandes répétées qui lui ont été faites, il n'a pas accepté de réduire un peu ce qu'on appelle le niveau, le seuil d'éligibilité. Au lieu de 2,8, de passer à 2,5. C'est pas grand-chose, mais c'est très important, parce que ça aurait changé beaucoup. Mais malheureusement, ça arrivait à ce moment-là à encore un teco, ce que je regretterais encore. Donc ça, c'est la première erreur, mais c'est une erreur que Lapide a faite. La plupart des partis, y compris le Likoud, étaient d'accord pour ça. C'est lui qui a refusé. Deuxièmement, et ça c'est beaucoup plus important, c'est le maintien de la rivalité entre Lapide et Gantz. Ça, c'est très artificiel, c'est vraiment, ça tourne, ce n'est pas une question vraiment, une politique totalement différente, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, il y a eu une confidence qui a été faite par Eisenkot, l'ancien chef d'état-major qui fait partie de la liste Zerem Mamlarti, et qui a dit qu'il avait essayé de les convaincre de se rapprocher, et donc ça aurait été très différent si ces deux formations avaient fait un maharach en vue des élections. Il a reconnu qu'il avait échoué. Donc ça, c'est à mon avis c'est une erreur capitale. Les deux erreurs, mais là, ils vont en tirer des enseignements. Mais là, je m'étonne. Ils vont en tirer des enseignements. Oui, alors seulement ils vont en tirer des enseignements, et c'est là que j'arrive au point le plus critique, parce que Netanyahou paraît de tous les côtés. Pas du tout. Maintenant, le deuxième perdant, c'est le Likoud, pas Netanyahou. Netanyahou, il a gagné. Mais le Likoud comme parti, et les dirigeants dans le Likoud qui espéraient, ils vont faire les frais de tous ces arrangements. C'est évident. Et par conséquent, ça va donner l'occasion à l'opposition, si elle sait bien s'organiser, si elle sait bien travailler, d'arriver à effriter l'union de façade
qui est celle du Likoud aujourd'hui. Mais pourtant, voilà mon Yohanan, opinion. Vous le voyez bien, Yair Lapid n'a pas réussi à former le bloc. Il a mis on va dire, il a insisté sur son parti au détriment de son bloc, et cela a provoqué, on va dire, l'agonie lente et certaine de la gauche israélienne, la disparition de Numeret. Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que vous dites. Oui, vous avez peut-être raison, mais c'est pas ce que je dis. Il n'a pas de bloc. Bah il n'y a oui, pas de bloc. On est d'accord. C'est pas du tout comparable. Faut être honnête, c'est pas du tout comparable. Non, mais alors comment vous pensez que l'opposition peut... Son erreur à lui, il y a deux erreurs à lui. Premièrement, de ne pas avoir accepté de baisser un peu, très légèrement, il y avait des raisons pour ça. C'est une erreur. C'est pas qu'il a pensé, il a pensé que tous ses alliés pouvaient passer. Il a fait une erreur. Ça arrive de faire des erreurs. La deuxième raison, c'est sa rivalité avec Gantz, qui ne mène nulle part, on va dans le mur avec ça. Ça, il doit le comprendre, et Gantz aussi doit le comprendre. Donc, c'est pas du tout une question de comment on gère un bloc, pas du tout. C'est une question de comment on dirige une opposition et comment on dirige un futur gouvernement. Alors, et ils ont un réponse pas mal. Yohanan, il nous reste une minute. Je voudrais avoir votre perspective. Vous pensez que Benyamin Netanyahou va réaliser le gouvernement c'est-à-dire comme il en a toujours eu l'habitude, c'est-à-dire un gouvernement avec toujours un parti qui serait à la gauche du Likoud, ou alors cette fois-ci on va vers un gouvernement, comme on dit, malé de la droite et de la droite nationaliste jusqu'au boostiste en Israël aujourd'hui? Je pense qu'il commencera par une droite et il sera obligé de mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir survivre, lui. C'est-à-dire qu'il devra compter sur l'arrivée de Gantz. C'est-à-dire que pour ne pas avoir les mains et les pieds liés par ces alliés encombrants. L'allié encombrant, c'est pas Chasse. Chasse, c'est un allié qui n'est pas encombrant, au contraire. Par contre, les deux autres, là, Ben Gvir et Smotrich, ils sont pas faciles, ils sont coriaces. Ils vont être très coriaces et ils vont peut-être le mettre dans des situations inextricables. Et il faudra qu'ils trouvent un moyen de rééquilibrer ça. Par conséquent, je pense que votre question est pertinente. Il commencera par un gouvernement uniquement de droite, et quand les difficultés vont commencer à surgir, alors il va penser à autre chose. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est que les efforts de l'opposition, réorganisés, avec un ruach krav, comme on dit, avec une volonté de faire, puissent porter leurs fruits, parce qu'il y a beaucoup de désarroi et de mécontentement dans le Likoud. Il y a des gens qui sont des spécialistes de l'effritement des formations. Eh bien, un de ceux-là, c'est Guidon Sarr. Oui. Lui, c'est un expert en la matière. Oui. Mais lui, il est plus au Likoud, là, maintenant. Absolument, mais il sait faire. Ouais. Eh bien, Yohanan Manor, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir décrypté donc les résultats de ces élections, les gagnants, les perdants. Vous nous les avez bien détaillés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Yohanan, et à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Shalom.